À droite. Ouais. Ah. Bonjour, Marine. On a eu des Bonjour, petits problèmes Jean-François. techniques aujourd'hui. Merci d'être là, Marine Thomas. Donc, aujourd'hui, on a des apéros de l'industrie. C'est notre sixième déjà cette semaine et c'est devenu presque une tradition. Cette semaine, on s'est intéressé beaucoup à le Journal des Affaires qui a lancé un grand dossier sur la transformation numérique. C'est un sujet évidemment qui me tient à cœur et qui tient à cœur chez nous, chez Adviso. Et J'imagine. puis, après ça, je me suis dit, Marine, mais c'est la rédactrice en chef du Journal des Affaires. Elle parle à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à tous les jours. Elle doit bien avoir un point de vue éclairé sur toute la perspective de ces personnes-là. Fait que là, j'ai dit, je vais-tu oser l'inviter? J'ai envoyé un message, puis elle m'a dit, oui, je veux. Fait que, j'étais Comme vraiment ça, j'ai dit content. oui, je veux. Ben non, mais c'est vrai, t'avais l'air. Écoute, merci, merci déjà. Plaisir. Je suis honoré de t'avoir à notre show. Euh, donc, Ça faisait comment ça tellement va? longtemps que j'ai pas pris l'apéro que j'étais tellement excitée par l'invitation. Enfin un apéro. Ben Ça faisait voilà, tu vois. longtemps. Tu fais pas des apéros virtuels avec tes amis? Non, pas tant. Pas du tout. Ben là, tu devrais essayer, c'est le fun quand même. Ça a rien à voir avec le vrai truc, mais ça fait du bien. Ok. Mais grâce à toi, il y a peut-être une nouvelle voie qui va s'ouvrir à moi. Ben, je te le recommande fortement. Ben, regarde, déjà, on essaye. On essaye ce soir. Donc, ben, écoute, c'est un apéro. Donc, évidemment, je te fais je te dis santé, Marine. Santé. Santé. Faut que tu Yes. débouches ta bière, par exemple. Sinon, C'est mieux. C'est vrai, il y a c'est toutes mieux. sortes de choses pas bonnes Madame pour tout toi prévu. qui peuvent arriver si tu fais un chin et tu bois pas après. Je vais m'abstenir de Mais dire là, c'est j'ai même quoi. tout prévu. J'ai même fait la Ah oui, rondelle. OK. Si on fait ça festif quand même. OK, parfait. Écoute, je t'attends que tu sois prête à déguster. Hop. Donc Cheers. voilà. Cheers. Merci Marine d'être là. Ça fait plaisir. Moi, je suis toujours sur un petit tequila limonade. Là, on dirait que c'est ça qui, ce temps-ci, me tient en vie. Donc, donc Marine, ben écoute, premièrement, j'ai le goût de te demander pourquoi les affaires ont eu le goût. Est-ce que c'est un truc annuel, le dossier sur les transformations numériques? Ça fait quelques fois que vous en sortez, là. Est-ce que c'était-tu prévu ou ça donnait juste comme ça dans le calendrier? Ouais. Alors écoute, timing incroyable. Effectivement, au printemps, habituellement, on sort toujours un numéro spécial sur la transformation numérique. On a 2 ou 3 numéros spéciaux par année. Numéro spécial, ça veut dire quoi? C'est qu'au lieu de faire un reportage de 2 ou 3 pages, comme on fait habituellement, qui fait la une du journal, là, on va vraiment en profondeur avec une dizaine d'articles. Évidemment, on cherche toujours la thématique ultra transversale qui va intéresser un nombre important Ouais. d'entreprises. Donc, historiquement, on a pu faire un spécial environnement, un spécial pénurie de main-d'œuvre, un spécial intelligence artificielle. Bref, tu comprends l'idée. Et Ouais. transformation étant une thématique qui est là pour rester, c'était notre troisième thématique, troisième édition de faire cette thématique. Donc, c'est prévu de longue date, c'est inscrit au calendrier depuis le début de l'année. Et la crise frappe. Et là, on se pose quand même la question à la rédaction, est-ce qu'on a l'air fou en ce moment de faire ce numéro qui dit aux entreprises, alors que tout est transformé, d'investir massivement dans les technologies? Est-ce qu'on devrait complètement changer tous les articles puis repartir à zéro? Et en fait, la crise nous a plutôt confirmé, vu ce qu'on voyait émerger puis les témoignages des entrepreneurs, que en réalité, c'était exactement la thématique dont on avait besoin de parler. Parce que la crise, elle a comme effet d'accélérer la transformation numérique. Et on voit très bien que les entreprises qui y étaient déjà préparées, qui avaient déjà commencé à investir, sont celles qui sont en train d'émerger gagnantes de cette crise-là. Et celles qui n'ont pas du tout investi, qui favorisaient peut-être d'autres techniques de vente, voient bien qu'elles ont un rattrapage massif à faire et elles sont en train de vraiment écoper sévèrement de ce retard-là. Donc finalement, quand on a décidé que non seulement on maintenait, évidemment, on a rajouté l'angle Covid, mais on a dit c'est en fait exactement la thématique dont il faut parler en ce moment pour alerter les entreprises de ce qu'elles ont besoin de faire. OK. Ben, d'ailleurs, c'est vrai, il y a un de mes collègues qui me rappelle que c'était le salon Connexion à ce temps-ci de l'année aussi. Ouais, beau Donc, petit c'était. salon de 1000 personnes qui évidemment aura plutôt lieu à l'automne si tout va bien. D'accord, d'accord. Puis comment tu vois ça à date? C'est quoi les commentaires que tu reçois? Comment ils se sentent les entrepreneurs actuellement, les chefs d'entreprise, tu sais, à qui tu parles, à qui ton équipe parle à tous les jours ces temps-ci? Comment ils se sentent?
Ouais. Écoute, c'est sûr qu'il y a des sentiments mitigés. Puis je vois beaucoup aussi la situation évoluer entre le début, il y a quelques semaines, 6 semaines, et maintenant. Quand ça a frappé, tout le monde était déstabilisé parce que même si on nous avait promis que ça durerait 2, 3 semaines, assez rapidement tout était chamboulé. Il y avait tellement pas de précédent que les entrepreneurs, j'ai senti quand même qu'ils étaient démunis à ce moment-là pour répondre adéquatement à leurs employés qui avaient des inquiétudes légitimes, pour répondre à leurs banquiers aussi par rapport à leurs finances, savoir s'ils allaient avoir assez de liquidités. Donc, on était tellement sur quelque chose d'imprévisible. Ils allaient même payer leurs employés dans certains cas. Tu as dit quoi, excuse-moi? Ils allaient même pouvoir payer leurs employés dans certains cas. Oui, c'est ça. En fait, ça a été ça. C'est étant donné que encore aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je pense que la première réponse a été quand même d'être désemparés. Ouais. Et la force des dirigeants et des entrepreneurs, c'est quand même d'être extrêmement réactifs, d'être créatifs. Donc, passer ce moment où ils ont été déstabilisés. Ben, nous, on appelle ça le chevreuil, là, tu sais, le chevreuil sur l'autoroute. Ben, ce qui est normal, tu sais. Ben oui. C'est le choc. Tu sais, c'est normal, il y a un choc. Bon, tu absorbes le choc. Mais en même temps, tu peux pas rester en choc pendant des semaines, surtout quand tes employés comptent sur toi et tu as une business à faire rouler. Donc là, ce que je vois, c'est que nos dirigeants, nos entrepreneurs, au contraire, en tout cas ceux qui sont les plus résilients, sont extrêmement créatifs. Et je lis toutes sortes de témoignages, puis on a entendu parler de belles histoires. Mais je trouve que ça y est, là, ils ont compris que ça allait être long. Ils ont mis l'épaule à la roue, puis ils commencent à chercher des solutions. Et on voit bien qu'il y a une forme d'agilité pour les plus créatifs qui sont complètement en train même de retourner leur modèle d'affaires. Mais de manière générale, je trouve que ça y est, les entreprises ont compris qu'on était sur cette voie-là. Elles ont commencé à mettre en place des solutions, des façons de communiquer avec leurs employés. Et je trouve que, je rappelle que le moral est bon, mais je trouve qu'on est parti sur ça va être un effort qui va être long, mais on est positif, puis on pousse cet effort-là parce qu'il faut qu'on s'en sorte, on n'a pas le choix. Ouais. Donc finalement, je trouve qu'en seulement 6 semaines, nos dirigeants ont été extraordinaires. Ils ont su se retourner et ils ont su avancer. Écoute, tu as raison. Hier, je me suis magasiné un masque. Tu sais, je me suis dit, je vais acheter des masques pour la famille. Si on retourne à l'école et tout ça, ça va nous prendre des masques. Et je pense que je savais plus où donner de la tête. Je pense que j'ai trouvé 30 entreprises qui ont pivoté à faire des masques en l'intérieur de 2-3 semaines. C'est quand même assez exceptionnel. Là. Tu sais, des entreprises qui font dans le vélo, des Frank & Oak, la dame de Bigarade avec sa lingerie. Écoute, l'inventivité est vraiment sans fin. C'est vraiment, tu as raison, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis justement, on a parlé, tu as dit tantôt que les gens qui avaient déjà entamé de la transformation numérique s'en sortaient peut-être un peu plus gagnants. Comment elle était l'état de la transformation numérique avant que ça se passe au Québec, selon toi? C'était-tu quelque chose qui était… on était-tu en avance, en retard? Comment tu vois ça? Ouais. En fait, comme on l'a mentionné, nous, c'est pas le premier numéro spécial qu'on a fait. Et l'année dernière, on a fait une grande étude pour sonder les entreprises québécoises pour justement prendre ce pouls-là et savoir est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est comparativement à d'autres pays dans la course ou est-ce qu'on est en retard. Et on s'est rendu compte qu'on était plutôt en retard, ce qui était assez inquiétant. Puis on le voit bien qu'en un an, même si on n'a pas refait le sondage, je ne pense pas qu'il y ait eu énormément de changements. Malgré qu'il y ait une grande sensibilisation, je pense que la transformation numérique fait encore peur. Il y a beaucoup de besoin de démystifier qu'est-ce que c'est. Je pense que les gens voient ça comme une espèce de grand monstre sacré, puis peut-être qu'ils pensent que c'est tout de suite l'intelligence artificielle, puis voient ça peut-être plus gros que c'est. Alors qu'en réalité, il y a plein de petites mesures qui peuvent être mises en place. Et malheureusement, beaucoup de dirigeants, encore au Québec, n'ont pas mis en place ces petits pas. Donc certains l'ont fait, mais on est quand même malheureusement un petit peu en retard. Ouais, tu vois, moi là-dessus, j'ai un de mes collègues qui avait écrit un article il y a quelques années, puis il disait, est-ce que les petits pas nuisent aux grandes avancées? Okay. Parce que justement, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été longtemps, tu sais, les petits pas, beaucoup de choses qui sont faites parfois en surface et qui éclipsent et qui donnent une impression d'avoir peut-être fait quelque chose de profond, mais que dans les faits, tu sais, lancer un site web, c'est pas faire une transformation numérique. Mm-hmm. Et c'est là qu'un peu… puis d'ailleurs, je vais en venir. Une des choses qui m'a vraiment interpellé dans votre dossier, c'est les fameux budgets proposés. Les 3 budgets là, que vous avez proposés. Écoute, pour moi, c'était le 3e que j'ai regardé.
le audacieux, puis je me suis demandé, je me suis dit, mais est-ce qu'un budget de 1 à 3%, parce que c'est ça qui est recommandé, recommandé, je ne sais pas recommandé, mais je pense, ouais, c'était 1,5 à 3, je pense, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on peut partager le lien là, dans le chat là, vers cet article, mais c'était, on disait que c'était justement 1 à 3% d'un budget d'entreprise qui devrait être consacré à de la transformation numérique. Ce que je me suis posé comme question, c'est quoi le budget de transformation numérique d'Amazon? Je me suis posé cette question-là. Puis là, évidemment, je l'ai faite dans un mode caricatural. Là, OK? Mais je me suis posé la question, puis je me suis dit, c'est comme si, dans le fond, le budget numérique d'Amazon, chaque geste est tellement orienté vers le numérique qu'on est presque dans un... Je me suis dit, puis là, juste pour comme... J'ai posé la question à 2-3 de mes collègues plus tôt dans la journée, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est 100% le budget de transformation numérique d'Amazon? Tu sais, parce que chaque geste est fait avec une optique d'améliorer le canal numérique avant tout. Parce que, évidemment, c'est le seul canal, donc c'est sûr qu'il est priorisé dans l'ensemble des décisions. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est intéressant ce que tu dis parce que d'un côté, je pense que les comparaisons avec des géants technologiques comme Amazon est exactement ce qui intimide beaucoup d'entreprises ou de PME qui se sentent tellement pas en comparaison qu'elles ont l'impression que justement ça les concerne pas la transformation parce qu'elles sont pas des Amazon. Et donc ta petite PME familiale va souffrir de la comparaison et va se sentir en déconnecté. Et en même temps, le point que tu abordes qui est intéressant, c'est l'état d'esprit. T'as raison, Amazon, en fait, c'est quasiment 100%. Tout l'état d'esprit est déjà complètement tourné transformation numérique, optimisation. Et donc, c'est pas une question de budget dans ce cas-ci, c'est une question de mentalité, de culture d'entreprise. Et ça vient du haut. Il faut que ça cascade. Donc, je pense que c'est-à-dire que ta PME familiale, etc., elle peut complètement, à son échelle, se mettre dans cette culture-là. Mais je pense qu'à force de citer des Facebook, Amazon et leurs moyens gigantesques, on intimide aussi beaucoup de PME. Fait ouais, mais ça, t'as raison. C'est vrai que c'est intimidant. Tu sais, c'est vrai que Amazon, aujourd'hui, ça va faire, je pense que c'est dans 2 ans, ça va faire 30 ans qu'ils sont sur le marché, puis ils ont refusé les bénéfices pendant 25 ans pour bâtir une machine de guerre pour mettre beaucoup plus que 1 à 3% de leur budget dans leur machine moi j'appelle ça de domination mondiale pratiquement. Là. C'est comme dans les films quand j'étais tout petit, là, puis il y avait un méchant là, qui se frottait les mains comme ça, là, puis tu sais, ils ont vraiment bâti une machine de guerre. Puis tu as raison, c'est intimidant, mais à un moment donné, la culture, ça veut dire aussi que, tu l'as dit, ça vient d'en haut, mais la culture, ça vient d'en bas aussi, dans le sens où il faut que la culture elle soit ressentie. Si les gens ne sont pas motivés dans l'organisation par faire des changements qui sont long terme et qui sont uniquement des incentives de vente très court terme, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils fassent des changements risqués qui vont porter les profits dans 3 ou 5 ans, par exemple? Tu sais? Fait que la culture, c'est dans tellement de sphères de l'entreprise. Puis pour moi, c'est pas ça la transformation numérique. C'est justement pas une solution technologique. Là. En fait, tu sais, quand je te dis que ça part du haut, évidemment, c'est porté par le bas, mais il faut que ça descende du haut parce que les incitatifs ou qu'est-ce qui est valorisé par l'entreprise, en général, ça vient de ce que les gens mettent en place, que tes dirigeants, tes gestionnaires valorisent comme comportement, la prise de risque, les nouvelles idées, l'innovation. Est-ce que c'est valorisé? Parfois, on dit que ça l'est, puis ça ne l'est pas, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis quand tu parles de transformation numérique, parce que j'imagine que j'ai vu qu'il y avait plusieurs entreprises qui étaient citées dans votre truc, mais vous avez dû en parler avec encore plus de personnes. Comment ils vous la décrivent, la transformation numérique, justement, tous ces dirigeants, ces chefs d'entreprise-là, ces CTO, ces CDO, ces whatever, comment ils vous en parlent de ça? Comment ils l'aperçoivent? Est-ce qu'il y a comme un truc technologique ou un truc fondamental dans l'entreprise? Ouais, déjà, ils le voient comme quelque chose de très positif. Une fois les premiers pas, lancés, une fois dépassé cette première étape, en fait, ils en voient quand même assez rapidement les bénéfices et ils sont très contents. Donc, les entrepreneurs et les dirigeants auxquels on parle, ils ont l'impression qu'il y a encore un long chemin à faire, mais c'est aussi ça la transformation, c'est que la technologie évolue, c'est jamais fini non plus. Donc, ils ont aussi l'impression que c'est un long travail en cours.
mais ils trouvent que c'est quelque chose d'assez positif. Mais effectivement, quelque chose de très fort qui ressort sur la fameuse transformation. On parle tellement de transformation numérique, transformation technologique, mais en fait, ce que les dirigeants nous disent principalement, ce dont ils ont envie de parler et ce qui est le plus complexe à gérer, c'est pas trouver l'outil, c'est pas trouver la technologie, c'est gérer le changement, c'est gérer l'humain. Okay, et ça, on le dira jamais assez que l'humain est au cœur de cette transformation. C'est vital et c'est là où on voit qu'on a besoin de partenaires dans l'entreprise qui soient pas juste le chef des technologies. Tu as besoin de ton chef des ressources humaines et tu as besoin d'embarquer tes gestionnaires aussi. Donc cette gestion du changement là, elle est hyper importante parce que tu peux implanter la meilleure technologie, la plus avancée, la plus poussée. Si personne veut l'intégrer, si elle n'est pas acceptée et poussée, finalement, ça va être un échec. Puis, tu auras investi ton 1 à 3 millions ou ton 1 à 3% pour rien. Il faut investir dans tes ressources humaines. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Puis, j'irai même encore plus loin. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'aller sur plusieurs boards là, pour présenter des visions de transformation numérique et tout ça. Et je peux te dire une chose. On se plaint beaucoup, et à juste titre, qu'il manque de femmes sur les conseils d'administration au Québec et au Canada. Mais je peux te dire une chose, il manque de gens de digital. Et moi, j'ai déjà confié à certaines personnes que je voulais aller sur que j'aimerais m'impliquer sur des boards dans les prochaines années pour avoir un impact un peu plus grand. Puis on m'a dit, t'es pas une femme, Jean-François, ça va être très difficile pour toi. Puis là, ils m'ont dit, ouais, mais tu fais du numérique, donc c'est la deuxième chose la plus recherchée après une femme. Mais tu sais quoi? Je pense que tant qu'il n'y a pas, puis je renchéris sur le point que tu as mentionné, tu sais, le côté du board jusqu'au dernier employé entré, il faut que tout le monde fasse partie d'une transformation numérique. C'est pas vrai que... Moi, j'ai même peur du CDO. Là. Des fois, il y a certaines organisations qui me disent qu'il y a un Chief Digital Officer, puis je suis comme, oh my God, ça, c'est dangereux parce que c'est comme créer un silo non nécessaire. Tu sais, au lieu de l'imprégner dans l'ensemble, on le siloise, on le met à côté, puis on se fait croire dans notre tête que c'est réglé, alors qu'on vient de créer une espèce de corridor séparé. Là, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Que t'as l'impression que ça te regarde pas, finalement, c'est la responsabilité du CDO. Puis là, tu continues tes affaires. Ouais. Ben, c'est ça. Puis ça, je trouve que on le voit souvent, ça. Puis tu sais, moi, je vais t'avouer, là, je me sens vraiment comme le vieux désagréable qui, ça fait 20 ans, qui dit à tout le monde qu'ils doivent investir en digital puis qu'ils le font pas, puis nanana. Puis j'ai encore l'impression d'être un vieux chialeux aujourd'hui. Mais au point où, puis l'autre point que tu as dit que je trouvais vraiment intéressant, c'est que tu as parlé de la solution, tu sais, les solutions technologiques. Tu as dit, c'est pas juste une solution technologique. Mais j'essaie de me mettre dans la peau d'un gestionnaire d'une grande PME, par exemple, ou d'une PME manufacturière, ou d'une PME de service. Puis je cherche sur Google, par exemple, ou dans des répertoires, des entreprises qui parlent de transformation numérique. Puis on dirait qu'il y en a deux grands types. C'est soit des entreprises de formation. Bon, tu as parlé de l'aspect humain. On est 100% d'accord que c'est super important, cet aspect-là. Mais il y a tout l'aspect aussi, la solution. Il y a énormément, no offense, de vendeurs de solutions dans l'équation. Et si on va voir un vendeur de solutions pour lui demander qu'est-ce qu'on a besoin comme entreprise, tu sais, si on va voir quelqu'un que la seule chose qu'il a dans ses mains, c'est un marteau, il y a des maudites bonnes chances qu'il nous propose de taper sur des clous, là. Tu sais, c'est comme... Il ne faudrait pas vraiment être surpris de ça. Fait que je trouve, j'ai l'impression parfois que je pense qu'il n'y a pas juste le manque, la vision humaine qui est là, mais c'est le manque de vision. Okay. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que moi, parfois, je trouve qu'il y a des dirigeants qui ne sont pas assez intéressés par la transformation numérique. Ce n'est pas la zone qui les fait triper, mettons, dans leur organisation. Puis ça fait que il y a beaucoup de choses qui ne se font pas parce que finalement, c'est dur si le conducteur de la locomotive n'est pas on board, c'est difficile d'amener le reste du train avec soi. Là, je ne sais pas, c'est-tu quelque chose que tu partages ou pas tant? En fait, la crise va peut-être changer ça, mais pour l'instant, on assistait beaucoup au fameux « si c'est pas brisé, ne le réparons pas ». Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui ça fonctionne bien, elles vendent encore. Et donc finalement, se lancer dans quelque chose de complexe, pas forcément bien maîtrisé, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie. Et dès que tu dis, OK, ça va être une grosse solution numérique, si tu as un dirigeant qui est pas à l'aise avec ça, bah, ça va peut-être lui faire peur.
Et en plus, on lui dit, il y a beaucoup de risques d'échec parce que ton équipe est pas prête, ça va falloir que tu changes complètement ton modèle d'affaires, tes façons de fonctionner en interne. Eh ben, toi, ton entreprise, elle fait des profits, ça va bien. Et donc, forcément, je peux comprendre que il y a un petit peu un recul à se dire, est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille? Finalement, mes affaires, elles vont bien. Moi, je suis pas Amazon, je suis peut-être pas concernée, j'ai peut-être pas besoin. Ce que je pense, c'est que on a un catalyseur en ce moment. La crise, c'est toujours un catalyseur de changement. On va peut-être assister à un réveil d'entreprises qui sont en train de se rendre compte si il y a pas une seule entreprise qui ne va pas être affectée, donc il n'y aura pas besoin de solutions numériques. Et donc, je pense que même les plus récalcitrants vont devoir changer. Un petit peu comme on avait beaucoup d'entreprises récalcitrantes au télétravail. Et hop, tout de même celles qui étaient les plus méfiants en se disant j'ai besoin de surveiller chaque employé pour être sûr que s'il est présent, c'est qu'il travaille, bien sûr. Ben là, on va assister à la même chose. Les entreprises Et je plaide coupable sur celui-là, honnêtement. Ah, ben bravo. Ouais, je pense que on a certaines personnes qui nous ont beaucoup poussé à ça, puis nous, on croyait au travail, de se réunir physiquement, puis on a pris des beaux locaux, on a plein. Je pense qu'on a 11 ou 12 salles de réunion chez Adviso. On est constamment en train de se réunir. Puis, j'ai jamais trouvé ça aussi agréable et facile de se réunir qu'en télétravail. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont changer à tout jamais dans mon esprit d'entrepreneur. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Mais, tu sais, je pense que ça prend quand même ben, comme tu l'as dit, il y a l'espèce de peur. Donc, le repousser. Puis, écoute, ma phrase classique, puis il va y avoir un dossier qui va sortir dans le Grenier Magazine lundi, puis ils m'ont demandé c'était quoi mon expression favorite, et mon expression favorite que j'ai donnée, c'est « Les revenus d'aujourd'hui sont l'ennemi des revenus de demain ». Parce que justement, quand ça va trop bien, on a tendance à ne pas se poser de questions. T'sais, on a tendance à s'asseoir un peu sur nos lauriers, puis ça, c'est dangereux. Fait que je peux pas être plus d'accord avec ce que tu as dit. Puis, tu sais, au point où... Puis j'essaie de penser à c'est quoi c'est quoi finalement une entreprise qui est transformée, tu sais? Puis Amazon est évident, mais je pensais à une entreprise comme... parce que j'ai l'impression qu'un des gros défis, c'est des entreprises qui voient la transformation numérique comme un canal marketing, avant tout. C'est autant dangereux pour moi de faire piloter la transformation numérique par les dirigeants IT que par les dirigeants marketing et ça va prendre des tangentes différentes. Mais ce n'est pas, tu sais, je vais te donner l'exemple qui m'est venu. Mon fils m'avait demandé à sa fête un matelas Casper. Okay? Désolé pour les détaillants québécois qui en vendent, c'était un Casper qu'il voulait. Je lui ai acheté un Casper. Mais j'ai réalisé à quel point le produit, c'est pas tant une entreprise qui a développé un canal pour vendre son produit. C'est un produit développé pour le canal. Tu comprends ce que je veux dire? La transformation, elle se sent pas juste au niveau des canaux de communication et de distribution. Elle se sent au niveau jusqu'au produit en lui-même. Donc, c'est l'expérience de livraison est faite pour que le livreur du PS normal soit capable de l'amener versus que tu aies besoin d'un camion spécial, de livreur spécial. Alors, tu sais, c'est comme... Et c'est là que tu réalises que si tu le donnes juste au marketing, mais que tu ne fais pas un changement en profondeur, ben peut-être que finalement, tu n'es pas si transformé que ça. Tu as beau avoir une bonne interface, c'est pas suffisant. Tu sais, c'est pas suffisant d'avoir une bonne interface web. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ben c'est sûr que je suis d'accord. Puis toi aussi, tu es en contact en fait avec des entreprises en permanence que tu conseilles sur leur transformation. Donc, tu aurais une dizaine d'exemples à nous citer. Pas juste pour le Noël de ton fils. Je suis sûre de bons exemples de transformation. Mais c'est certain, c'est du produit. Ça va du début à la fin de la chaîne. Là. Je vais être honnête, là. Il y en a des gens qui ne... Tu sais, des entreprises qui lui pensent à ce niveau-là, puis qui reculent dans l'équation, puis qui se disent, OK, il faut revoir fondamentalement les choses. Je trouve pas qu'il y en a assez. Et j'en ai pas assez d'exemples à te donner au Québec. Okay. Que je peux dire vraiment là, qui se sont mutés leur modèle d'affaires réellement pour pouvoir tu sais, je pensais à ça, c'est un peu comme il y a quelques années, on a dit dans le développement digital, on peut faire, au lieu de développer le desktop en premier, on va faire le mobile en premier parce qu'il est plus corp, il est plus en croissance. Puis on va faire du mobile first.
ben, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. C'est un peu la même. Tu sais, on va faire du digital first et à travers nos produits, à travers nos affaires, puis après ça, puis plus tu es installé depuis longtemps, plus c'est difficile de faire ça. Mais il reste que j'ai l'impression que si tu le vois d'une façon trop OK, on va faire un peu de digital, on va ouvrir un canal digital, ça ne sera jamais assez gros d'un point de vue. Le board ne va jamais dire c'est un projet qui est assez important pour qu'on investisse des vrais dollars là-dedans. Tout le monde va s'en désintéresser un petit peu jusqu'à temps que ça devienne comme un genre de projet marketing. Puis, à cause de ça, on ne va pas investir assez en logistique, on ne va pas investir assez en entreposage, on ne va pas investir assez dans le packaging pour qu'il soit adapté. Fait que, résultat, toutes ces petites étapes-là qui ne sont pas faites, ça va faire que finalement, le produit, le livrer, le mettre entre les mains de notre consommateur, ça va être extrêmement dispendieux parce qu'on ne l'aura pas optimisé pour ça. En faisant ça, on rend le produit semi. Tu sais, Amazon, dans le fond, là, leur site, on va se le dire, il a toujours été un peu laid. Là. Il a toujours été un peu basique. Mais tu commandes quelque chose, 12 heures plus tard, tu l'as entre tes mains. Tu sais, aujourd'hui, c'est un des problèmes. Tu veux encourager un commerçant local. J'ai acheté, pour ce même fils, parce que c'est tout ça cette semaine, parce que c'était sa fête hier, j'ai acheté des souliers. J'ai acheté des souliers sur une grande entreprise de vente de souliers qui est disponible dans tous les centres d'achat du Canada, genre. J'ai commandé le 15 mars. Je n'ai toujours pas reçu la paire de souliers que j'ai commandé le 15 mars. Il n'y a pas de service à la clientèle en ce moment. Il n'y a rien. Le numéro de téléphone, on appelle. Il n'y a personne qui répond. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois, tu sais, en tant que client? Tu risques de pas retourner, certains. Ben, c'est ça. Tu sais, en tout cas, bref, excuse-moi, là, je fais comme un genre de monologue, désolé, c'était pas... Non, mais c'est un bon exemple. C'est un exemple typique. Puis si c'est l'entreprise à laquelle je pense, c'est une entreprise qui se targue d'être assez développée dans sa transformation. Ça doit pas être celle que tu penses. Toi, tu penses que c'est Aldo, c'est ça? Ouais. Non, c'était pas Aldo. C'est Foot Locker. OK. Ouais. Aldo, il y a une partie de nous qui est contente de savoir qu'Aldo n'est pas responsable de ton mauvais service. Aldo sont pas mal plus hot que ça en digital. C'est ce qui me semblait. C'est pour ça que j'étais déçue d'apprendre que c'était pas le cas, mais tant mieux si c'est pas le cas. Karine Vincent qui est là, qui nous dit que Post Canada ont des délais. Effectivement, Post Canada ont des délais. D'ailleurs, ça m'amène à une question, ça. D'après toi, c'est quoi que le gouvernement pourrait faire pour aider justement que ça se passe? Parce que là, ils ont fait le panier bleu. Bon, on a reçu des gens du panier bleu. C'est le fun. On voit... Bon, ça aide pas aujourd'hui, mais ça risque d'aider plus tard avec ce qu'ils veulent faire. Mais qu'est-ce que le gouvernement... Y a-tu des demandes, des choses que les entrepreneurs à qui tu parles te disent « Hey, le gouvernement, ça serait le fun qui nous aide là-dessus là, pour la transformation numérique. » Il y a beaucoup d'aides disponibles. Honnêtement, je pense que c'est presque de se retrouver dans l'offre disponible. Il y en a trop? Tu sais pas exactement où te référer. De manière générale, c'est valide pour toutes les aides gouvernementales. Il y en a énormément pour toutes sortes de situations. Et tu sais, ce qui manquerait, c'est un panier bleu, mais pour les aides. C'est une espèce de répertoire hyper clair de je suis un entrepreneur, ça c'est mon entreprise, j'ai tant d'employés, puis t'aider à t'y retrouver. Nous, très de manière transparente, on a voulu faire ce travail-là journalistique, puis c'était tellement dense. On a demandé de l'aide à des gens du gouvernement, et c'était tellement compliqué. C'était pour l'innovation, mais tu sais, juste de se retrouver dans l'innovation et dans toutes les aides, on n'a pas réussi à faire un graphique. Ça veut dire que le chef de PME qui doit dealer avec des fournisseurs, des employés, son board, pour toute la journée, il n'a pas le temps. Puis là, le jour où ça y passe par la tête de dire « Hey, là, je vais y aller, je vais aller me renseigner », il y va, puis il est juste découragé. C'est ça que tu dis? C'est sûr, notre chef de PME atypique, il est débordé. Il n'a pas il n'a pas toujours le réflexe d'aller chercher de l'aide, parce que tu sais, c'est quelqu'un qui va aller chercher des revenus, etc. Donc peut-être déjà de demander des subventions, il n'a pas toujours ce réflexe-là. Et après, ça devient extrêmement complexe. Et le temps de se retrouver, puis finalement, t'es pas au bon endroit, tu te fais référer à une autre association, un autre organisme. Finalement, tu laisses faire. Mais donc, attends, ça veut-tu dire que... OK, mais là, on prend pour acquis qu'il y a besoin d'une aide financière, dans le fond. Mais est-ce que c'est un problème d'argent ou c'est un problème de volonté, d'après toi? Je pense que c'est un mélange. Mais si tu es en train d'aller chercher de l'aide, c'est que tu as déjà
la volonté. Au moins tu as la volonté, oui, c'est vrai. OK. Donc, à ce point-là, normalement, c'est que tu cherches à ce que quelqu'un vienne te soutenir. Après, rendu là, il y a quand même aussi des très beaux programmes qui sont mis en place. Je sais qu'il y a des programmes d'Audi, notamment, qui est, nous, dans le dossier, ce qu'on recommande, qui est la première étape, commencer par un Audi. Ouais. Juste une photo de où est-ce que vous en êtes, puis c'est quoi les opportunités pour au moins avoir un mapping. Là. Ouais, parce que tu as des entreprises qui sont peut-être plus avancées que ce qu'elles pensent, puis à l'inverse, on a peut-être qui sont peut-être pas si avancées, mais qui se pensaient plus avancées. Donc un audit de quelqu'un d'externe, très objectif, qui t'aide à voir où est-ce que... Qui n'est pas un vendeur de solutions. Oui. Je voyais que c'était un monsieur de PwC qui parlait de ça. Oui, dans votre rapport, c'était ça, oui. Ben ça, c'est bon parce que justement, eux, ils ne vendent pas nécessairement de solutions. Tant que c'est pas quelqu'un qui ne vend pas de solutions. Mais le gouvernement en offre des audits aussi. Parce que c'était en fait, je me rends compte aussi que c'est tellement tentant d'aller regarder une solution avant. Les gens aiment parler de technologie. Ils vont aller regarder les technologies. Ils vont s'exciter là-dessus. Ils vont recevoir des démos. Ils ne savent même pas la destination qu'ils veulent atteindre, puis ils commencent à regarder les moyens de transport pour s'y rendre. Donc, ça, c'est. Puis, ils essaient après ça de l'imposer à leur équipe. Là, ils se demandent pourquoi l'équipe résiste. Tu sais. Parce que je ne sais pas si ça fait longtemps que tu suis ça, là, mais moi, depuis le début que je suis là-dedans, as-tu déjà entendu parler d'un projet de changement d'ERP, par exemple, que les gens sont enchantés par comment ça s'est déroulé? C'est rare. Pire que ça, je pense, il y a le CRM. Connais-tu une entreprise qui disait, nous, notre CRM, c'était tellement le fun d'implanter ça, puis ça a tellement bien été, puis ça va tellement bien, on l'utilise vraiment tous les jours, nos vendeurs rentrent tout là-dedans, puis c'est vraiment super. En 20 ans, j'ai jamais entendu ça. Ouais, ben c'est certain, c'est sûr. Puis mais la transformation numérique de la perception de nos dirigeants, je pense qu'elle se cache derrière ces termes-là aussi. Tu sais, le mot CRM, le mot ERP, c'est des choses que tu vas faire à chaque 4, 5, 7, 8 ans, ces changements-là, puis tu vas investir beaucoup d'argent. Puis cet argent-là, c'est une transformation majeure dans ta tête d'entrepreneur, là, parce que, je veux dire, tu sais, nous autres, en ce moment, on est en train de changer d'ERP, justement. Ben, c'est notre 1% de budget, il est là, tu sais. Fait que si on regarde ça, c'est comme si c'était audacieux de changer d'ERP, mais c'est pas si audacieux que ça, là, de changer d'ERP. Audacieux, c'est reculer, c'est changer tes produits, c'est faire un sacrifice, c'est fermer le 10% de tes magasins pour te libérer de l'argent pour faire quelque chose. C'est ça, audacieux. C'est pas... tu sais, c'est pas comme... Bon, excuse-moi. Je me demandais... j'ai pas le choix de te poser la question, là, parce que, tu sais, il y avait toute la question de Normand Descaries de Cell, là, qui était dans cette semaine. Tu l'as lu dans le journal La Presse cette semaine? Non. Non, il disait que, tu sais, il trouve que c'est vraiment injuste, là, que lui, il n'a même pas le droit de vendre. Ça n'a rien à voir avec la transformation numérique, mais j'étais curieux parce que lui, il n'a pas le droit d'ouvrir pendant que Canadian Tire vend des vélos dans ses magasins. Lui, il a des vélos puis il ne peut pas les vendre du tout parce qu'il ne vend pas de la bouffe à côté ou de la quincaillerie, là, par exemple. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui t'ont parlé de ça dans des entreprises à qui tu parles? Ouais, j'ai pas eu tant d'échos d'entrepreneurs qui nous ont écrit pour se plaindre, pour être honnête. Nous, on reçoit beaucoup de courriers en ce moment, de courriels plutôt, mais de courriers de lecteurs qui nous écrivent et qui témoignent, au point que on savait tellement plus quoi en faire, tellement on en recevait des lettres ouvertes, etc., qu'on a créé un rendez-vous où on recense sur plusieurs pages là, tous ces témoignages pour donner le pouls de la communauté. Okay. C'était important pour nous les affaires de refléter ce qui se passe. Refléter un peu l'ensemble des points de vue. Parce que nous on informe, mais on voulait aussi laisser les gens d'une certaine manière se parler entre eux, puis communiquer, puis plutôt que nous comme journalistes à chaque fois aller interroger un par un ces personnes-là, on a juste recueilli puis publier ces témoignages-là. Peu en mode, voici le pouls de la communauté. Là. Exact. Et donc, mais c'est un biais forcément. Je te demandais ton point de vue, tu trouves ça correct? Tu trouves ça fair? Comment? Est-ce que tu trouves ça fair? Est-ce que tu trouves ça équitable que ça se passe, ça? Ben, tu prends l'exemple des vélos. Nous, à l'inverse, on a publié un article d'une entreprise de vélos qui fait toutes ses ventes en ligne en ce moment. Donc, c'est directement lié à ce qu'on parlait de la transformation numérique. Eux, leurs ventes ont même explosé. Parce que beaucoup de gens... Que finalement, il était un des seuls à le faire, donc ça marchait bien. Exact. Okay. Et donc, on vend un peu plus de vélos.
c'est vrai que ils se vendent vraiment bien leur vélo en ligne aussi, ceux avec qui on travaille là-dessus. Mais Stel vend très bien en ligne d'ailleurs, c'est nos clients aussi. Ils vendent très, très bien en ligne. Mais tu sais, ils vendent en ligne quand même. C'est pas tous leurs produits qui se vendent aussi bien en ligne, puis ça vient pas compenser non plus l'ensemble des revenus, là. Mais c'est vrai, mais c'est bien c'est vrai que ça nous ramène à la transformation numérique. On parlait de. Je serais curieux, toi, tu sais, puis je sais que vous avez fait un sondage l'année dernière, puis là, finalement, est-ce que tu les as, les données de ton sondage que vous avez fait sur votre site actuellement? Ou... Oui, mais elles sont pas assez. C'est pas un échantillon assez grand. C'est beau. Je trouve que ça vaudrait la peine de dire que 20% de moins de 100 personnes. Okay. Mais il y avait quand même 2 points que j'aurais aimé aborder là-dedans. Le premier, c'est le ownership. C'est qui selon ton expérience, que tu as vu qui own la transformation numérique dans les entreprises le plus souvent? Tu sais, c'est qui pilote, là, le grand pilote? Nous, de ce qu'on voit, c'est encore beaucoup le dirigeant. Mais parce qu'on parle beaucoup à des PME, on s'intéresse aux PME. Et même si une PME a 200 employés, donc 300 employés, qui est une grosse PME, tu sens que même s'il va s'accompagner soit de consultants externes ou il va créer effectivement un sous-bureau, c'est rare que le dirigeant suive pas ça de près quand même. OK. Tu vois, à un moment donné, moi, un des aspects qui m'avait inspiré, c'était Métro qui avait fait pour Métro et moi, qui était quand même une grosse transformation. Il avait sorti ça dans un comité à part. Il avait fait créer Métro et moi dans un comité à part. Puis quand ça roulait, puis c'était vraiment solide, là, ils l'ont réintégré dans l'entreprise. Sinon, ils ont dit, on ne pouvait pas l'intégrer dans les opérations. C'est vraiment... je trouve que ça, c'est une bonne façon. Il y a Patrick Hutt. C'est pas une PME non plus. Il y a quoi? Non, c'est encore plus difficile, effectivement. Il y a Patrick Hutt qui nous dit, Marine disait que les affaires offrent des services d'audit. Est-ce possible? T'as-tu dit ça, toi? Non, j'ai... Non, Patrick, non, elle n'a pas dit ça. Non, on parlait dans l'article que David Cameron, d'ailleurs, a partagé. Merci, David. Dave, il y avait un lien, puis c'était, je pense, PwC là, qui partage, qui disait qu'il y avait des services d'audit. Adviso offre des services d'audit aussi en transformation numérique, en passant, je le dis comme ça. Mais je pourrais partager l'article pour que les gens voient exactement quelles sont les sources pour les audits, si ça les intéresse. Mais... Oui, on l'avait partagé aussi dans l'événement. Il y avait toutes le dossier. Étienne Desfossés. Prenez une demi-heure pour le lire, ça vaut la peine. Merci, Étienne. Ouais. Après ça, l'autre point que je voulais te demander, parce qu'on parle souvent on dirait que le mot, souvent, intelligence artificielle et transformation numérique se retrouvent souvent dans la même conversation. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Trouves-tu que ça a rapport ensemble? Non. En fait, moi, je vais être claire. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Tu sais, quand on disait ça peut vite faire peur, la transformation numérique. Il y a des gens qui sont pas encore au début même d'étapes évidentes de numérisation. Parler d'intelligence artificielle, ça contribue à déconnecter complètement de la réalité de ce qui peut être fait maintenant. Parce qu'encore une fois, c'est comme ce qu'on disait sur Amazon, ça donne l'impression que c'est tellement loin l'intelligence artificielle. Comment ça va s'appliquer à ma petite PME qui vend des choses, des produits concrets aux gens du coin? Ouais. Leur parler d'intelligence artificielle en leur disant que ça, c'est une idée encore. Ben c'est ça, que ça c'est la transformation numérique. Ça crée encore plus cet écart-là. Au lieu de montrer à des gens que la transformation numérique, c'est des outils qui sont très accessibles et qui pourraient être mis en place dans les prochaines semaines. Puis on voit bien que justement, les gens n'ont pas le choix, puis sont en train de mettre en place des choses en quelques semaines en ce moment. Ben, d'ailleurs, moi, c'est une des choses qui me fait peur là, dans tout le virage express, parce que ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'on va essayer d'en parler, l'histoire, tu sais, comme le fait que justement, il y a de la transformation numérique express qui se passe en ce moment. Et si je reviens à l'intelligence artificielle, tu sais, qui dit intelligence artificielle dit données, souvent données clients. Mm-hmm. Moi, je t'avoue qu'en ce moment, là, je fais des achats en ligne sur des commerces locaux, puis tu sais, des fois, c'est pas trop clair comment tes données, c'est mon adolescent justement qui passe en arrière de moi, c'est pas trop clair quelles sont les données, comment nos données vont être gérées dans une transformation express un peu tout croche, puis pas tout croche dans le sens que c'est mal fait, mais dans le sens que c'est fait un peu à l'arraché. Mm-hmm. Ça m'inquiète, moi, dans le sens où je me dis, tu sais, quand on a vu, pour ne pas les nommer, ce qui s'est passé avec Desjardins, tu sais, une aussi grande entreprise qui a quand même déjà entamé, qui a beaucoup de moyens pour faire des virages un virage numérique, qui a beaucoup d'experts, qui a beaucoup de consultants, puis que malgré tout se retrouve dans une situation comme celle-là. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques mois quand il va y avoir plein de données qui ont été faites un petit peu partout,
dans toutes sortes de Shopify installés en 2-3 jours. Est-ce que ça te fait peur ou c'est juste moi qui capote pour rien? Ou? Bah non, en fait, les entreprises devraient être très vigilantes sur tout ce qui est cybersécurité. Puis Desjardins était un bon, malheureusement pour eux, mais un bon exemple de si même un géant comme Desjardins, avec tous les moyens qu'ils ont, peuvent se faire avoir, c'est un cri de vigilance. La cybersécurité, toutes les entreprises sont vulnérables, beaucoup plus qu'elles sont. Et évidemment, ça c'est quand même le contrependant d'être plus numérisé, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques d'être piraté. Donc évidemment, au milieu de cette transformation-là, la cybersécurité devrait être une préoccupation importante. Normalement, c'est le rôle de la gouvernance de mettre en place ce genre de balises, mais il faut pas que ça soit un frein non plus. Il y a quand même des mesures à prendre. Il faut pas que ça empêche. Et moi, je suis plutôt positive et optimiste par le fait que oui, c'est un petit peu fait à la va-vite, comme tu dis, mais en même temps, j'aime que pour l'instant, il y en a qui se jettent dans le bain et qui se disent bon, on apprendra à nager au fur et à mesure. C'est sûr, va y avoir des cas de gens qui vont avoir du mal, mais je trouve que c'est quand même un excellent cas que les gens se jettent. Le catalyseur que tu parlais tantôt, c'est sûr. Moi, je suis plutôt positive de ça. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que des fois, j'ai l'impression de rentrer mes données dans un formulaire et de me dire Mais ça devrait toujours être le cas quand même. Oui. La réalité, c'est que dès qu'on remplit nos données dans un formulaire, même si c'était il y a 3 mois, on devrait toujours se rendre compte à quel point est-ce que c'est vraiment sécurisé. Absolument. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est juste que... Mais écoute, je suis tellement d'accord avec toi. Je suis un partisan de l'école de essayer, trompez-vous, recommencer. Puis, tu sais, c'est comme... c'est vrai qu'il y a des belles choses qui se passent actuellement. Il y a des beaux cas d'agilité en ce moment. Honnêtement, moi, j'adore voir ces entrepreneurs qui transforment leur modèle d'affaires. Tu parlais des masques tantôt, mais c'est un peu ça. On voit tellement de beaux cas de gens qui se sont revirés sur un Dicen en quelques semaines. Moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat, clairement, sinon je ferais pas ce métier-là. Et j'adore voir toute l'essence de cette créativité, de cette agilité-là à l'œuvre en ce moment. C'est vraiment magique. Ben, tu vois, on a notre Karine Vincent là, chez Frank Keno qui est là. J'ai vu eux autres, non seulement ils ont fait des masques avec des chemises, je pense qu'ils ont invendu ou je ne sais pas quoi, mais en plus, ils ont fait de l'alcool, en tout cas, du genre de Purell. Ouais. Et fait avec une collaboration avec une marque de cosmétiques. Tu sais, il y a un co-branding, tout ça lancé en quelques jours. Donc, en tout cas, c'est vraiment un autre bon exemple. C'est quoi as-tu un exemple ou deux que tu peux nous donner qui t'inspire particulièrement? Ouais, on a publié des cas, mais je sais pas si vous connaissez Bouddha Station. Ça, c'est les boissons? Non, en fait, c'est une petite PME qui a un modèle d'affaires où ils remplissaient les frigos des entreprises santé. Oui. Puis pareil, si les entreprises ferment, t'es livré à la maison. C'est ça. C'est des petits cas, mais eux, en peu de temps, ils ont commencé à se revirer, à trouver des cas. Puis, en fait, je me sens mal d'en citer un ou deux parce qu'en fait, il y en a énormément. Tu sais, Pure Vodka, en désinfectant. Mais puis, il y a plein même de petites actions, de petites choses qui ont été faites. On en voit tout le temps. Il y a juste à ouvrir son LinkedIn en ce moment. Mais ouais, c'est vrai que c'est inspirant. Écoute, moi, cette semaine, j'ai commandé du crabe en fait, j'ai commandé il y a 2 semaines, puis il n'était jamais arrivé parce que c'était trop de gens. T'as pas de chance avec la poste en ce moment. Hein? C'était un gars, il livre directement, c'est un grossiste. Donc, ils sont connectés directement avec les bateaux et tout ça. Il livre uniquement au restaurant avant. Et là, soudainement, ils n'ont plus aucun client du jour au lendemain. Mais le crabe arrive, tu sais. Et il livre du crabe. Écoute, c'est exceptionnel. Donc, moi, j'ai jamais mangé du crabe aussi frais que ça. Je vous le courage. C'est Oyster Blood sur Instagram. C'est un peu tout croche, je vous le dis. Là. C'est comme, tu envoies un email et te réponds 8 jours plus tard, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que, écoute, non, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis c'est toute cette créativité. Puis c'est drôle parce que, comme pour le crabe, moi, j'ai envoyé un virement Interac, tu sais, dans le vide un peu. Là, tu sais pas trop. Tu n'as pas vraiment de preuve de réception. Tu n'as pas vraiment de. Tu sais pas trop si t'as pas de reçu. Tu sais, il faut vraiment que tu fasses confiance aussi à l'entrepreneur. Là, tu sais, ça donne toute cette espèce de. Mais je pense que c'est cute pendant un temps, mais à un moment donné, il faut que ça devienne un peu plus sérieux. Tu sais. Il faut à l'autre étape. Comme consommateur, en ce moment, on a une indulgence aussi très grande parce que, on a
j'ai jamais eu autant envie de soutenir le local. C'était évidemment une intention qu'on avait avant, mais là, on a vraiment une fibre très forte qui fait qu'on veut vraiment soutenir les entrepreneurs qui, on sait, en arrachent en ce moment à côté de nous. Et donc, je pense que au lieu d'attendre l'expérience utilisateur parfaite, effectivement, on est prêt à faire confiance, donner nos données. Puis, il y a quand même quelque chose qui va au-delà du client exigeant qu'on est habituellement. Puis, on est presque dans le don en ce moment-là. T'as tout à fait raison. Puis je pense que les entreprises doivent absolument tester des choses et profiter, entre guillemets, pas profiter négativement, mais profiter de cette indulgence-là comme une opportunité pour essayer des choses et se donner le droit de se tromper aussi si jamais c'est pas la bonne chose qu'ils ont faite, là, tu sais. Je sais que c'est ton show, JF, mais je vois les commentaires, puis il y a quelqu'un Rachel. Oui, je sais, je m'en allais là-dessus, fait que vas-y donc. Qui voudrait parler avec nous. Alors, moi, effectivement, on invite les gens à nous poser des questions. On est là pour ça aussi. J'essaie d'en prendre, d'en lire à mesure, là, effectivement. Donc, Marine, oui, Rachel, merci pour le commentaire. Oui, on essaie de les lire le plus qu'on peut. On essaie d'avoir une conversation intelligible tout en lisant. Et David, d'ailleurs, tu restes où, Jean-François, pour avoir des problèmes avec tes livraisons? Je reste sur le plateau Mont-Royal, imagine-toi donc. Donc, c'est pas devrait pas être si compliqué que ça. Mais bon, voilà. Et oui, mais tu as raison, Rachel. Puis d'ailleurs, je vais vous poser une petite question à la fin pour d'amélioration continue. S'il y a d'autres questions, gênez-vous pas, on les lit. Vraiment, je les lis. Tu parlais sinon, t'as-tu des initiatives d'intelligence artificielle quand même qui ont été faites par des entreprises d'ici que tu as pu constater? Tu sais, pas les grosses entreprises évidentes, dis-moi pas Watson de IBM, mettons, là, mais quelque chose, justement, d'une PME qui a su faire quelque chose d'intéressant à ce niveau-là? Ouais, j'ai pas, là de tête, très honnêtement, j'ai pas d'exemple, mais je pourrais vous en retrouver. Okay. Il y en a sûrement. Mais ça revient à ce que tu disais, on n'a pas tant de cas d'entreprises qui sont ultra avancées aujourd'hui, qui servent d'exemple. Quand on parle de transformation, on parle souvent aussi de manufacturier de 4.0. Je sais qu'un APN Global est souvent cité comme une des vraies entreprises manufacturières 4.0 au Québec. Okay. Je pense à eux, mais ça, c'est une entreprise qui a su implanter l'industrie 4.0. C'est comme c'est vraiment l'usine 4.0 qu'on cite souvent en exemple dans les plus avancés au niveau de l'automatisation. Puis donc, ils doivent clairement avoir des formes d'intelligence artificielle dans l'usine aussi pour pouvoir bien répondre à la demande, puis créer presque sur mesure, etc. Donc, excellent. Et peut-être que je serais curieux de savoir, est-ce que, justement, t'en as-tu des entreprises qui ont su, parce qu'un des exemples la semaine passée, on parlait de restauration, puis il y avait les gens de la cage qui nous avaient dit, ben, nous, on a profité du moment où il y a personne dans nos restaurants pour faire telle implantation. Donc, ils ont tout changé leur POS, ils ont tout changé leur façon d'interagir avec les clients. Donc, les clients, quand ils vont retourner après la crise, ils vont découvrir une expérience complètement différente. En as-tu entendu d'autres exemples comme ça? Ou tu sais, c'est peut-être moins visible aujourd'hui, mais des gens qui en ont profité de l'arrêt, entre guillemets, de la chaîne de montage, là, tu sais, pour vraiment établir des choses, faire des gros changements. En fait, je pense que beaucoup d'entreprises sont en train de faire ces changements-là en ce moment. Je pense que nous, par exemple, à Les Affaires, on a un gros volet événementiel. C'est sûr que les premières journées aussi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. On parlait du salon connexion, etc. Ouais. Mais je connais pas d'entreprise qui se dit, bon, c'est pas grave, on verra après quand ça passera. Je pense que les entreprises en ce moment sont en train de se dire, OK, c'est là pour durer, cette crise-là, parce que la réalité, c'est qu'au début, on nous a vendu en 2 semaines, puis on sait très bien qu'en fait, on est là pour un petit bout, puis la distanciation sociale, elle va durer un bout, là. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, pour vos événements? Comment vous avez... Nous, on est en train de travailler à fond sur tout ce qui est à distance. Avant, on était pas mal sur les webinaires. Là, on est en train de voir pour les formations, puis éventuellement les conférences, même si c'est plus complexe. Bref, en quelques semaines, on a complètement changé le focus, puis on est complètement là-dessus. Là. Donc, puis nous, on est un exemple, mais c'est parce que l'événementiel est un exemple les plus concrets de repartir. Mais nous, on est juste emblématique de
les millions d'entreprises qui, tous les jours en ce moment, sont en train de réfléchir, de faire, comme tout le monde, j'imagine, des réunions de comité de direction après réunion de comité de direction pour dire comment on change de bord. On appuie sur nos forces là où on est fort, puis ça reste, et comment on joue là-dessus, et comment on développe ce qu'on avait peut-être laissé en dormance parce qu'on était moins pressé, et que là, on sort des nouvelles idées. Et donc, je pourrais pas citer une entreprise. Je pense que toutes les entreprises qui nous écoutent ou auxquelles on parle sont en ce moment en train de se revirer. Personne n'est en train de dormir en attendant que ça passe là. OK, je comprends. Ben écoute, bonne chance dans ce virage digital et virtuel. Donc déjà, regarde, c'est bon de pratiquer les apéros virtuels. Ah, tiens, Rachel a une autre question. Oui, le changement et la transformation numérique, mais comment reliez-vous cela avec la nécessité de former le personnel? Jeff, tu parlais d'avoir peur du stylo et CDO, oui. Comment on propage la transformation numérique et la compréhension de toutes les entreprises? Les acteurs de changement numérique d'entreprise, c'était une question affirmation, ça, Rachel. C'est peut-être pour ça, quand elles sont trop longues, on a de la misère à les lire en même temps. Attends un petit peu. Donc, dans le fond, tu dis, ben, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais, c'est le volet, pour moi, c'est le volet, il faut que les leaders de l'entreprise pointe la destination et la fasse vivre et démontre que c'est un réel changement important. Et après ça, on fait de la formation. Tu sais, la formation, ça vient dans un but de se transformer dans une direction. Mais faut-il l'identifier, cette direction-là. Je pense que l'audit puis les scénarios de transformation, le business model, comment il pourrait évoluer, peuvent nous aider à visualiser cette destination-là. Après ça, il faut la faire vivre à tous les jours. Et c'est là que, justement, on a besoin de toute la haute direction, du board, en passant par les directeurs, les managers, pour que tout le monde, et qu'il y ait des KPI d'entreprise qu'on suit à tous les jours, montrer que l'organisation, elle est obsédée par ce changement-là et que c'est pas uniquement... Parce que si ça prend juste la forme de formation, moi, je pense que c'est pas assez. Tu sais, la formation, c'est une méthode pour pour aider à faire un changement, mais il y a d'autres éléments là-dedans qui sont encore plus importants. Le produit, les processus, c'est deep là, dans l'organisation. J'espère que ça répond à ta question, Rachel. Je pense que Rachel, on va la satisfaire là, dans tout ce processus-là. Et il y a Simon Cardinal, avant qu'on te quitte, on va prendre les deux autres questions qui sont là. Croyez-vous que le futur de l'événementiel et l'expérimental peut être le VR? Qu'est-ce que tu en penses, Marine? Ouais. En fait, personne ne sait de quoi sera fait le futur. Le VR, il faudrait que les gens soient équipés. Je pense que ça, ce serait un des obstacles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le VR, ce serait extraordinaire. Et il y a toutes sortes d'options pour l'instant, ne serait-ce que ça, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de développer, ce que vous avez fait avec l'apéro. On voit bien que c'est hyper accessible, c'est un bouton, c'est juste un Facebook Live. Puis on est déjà dans une forme d'événementiel différent et seulement en quelques semaines. Donc je ne sais pas si le VR sera le futur et est-ce que ce futur-là est dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais oui, sûrement là, je ne sais pas, Simon, est-ce que tu parles du VR comme le Winnebago ou tu parles du VR comme la réalité virtuelle? Non, c'est une blague. Je sais que tu parles de la réalité virtuelle. Mais écoute, moi, tu sais quoi? Je pense que non. Parce que, de mon côté, je pense que non. Parce que, as-tu déjà essayé, Marine, un casque VR? On en a un à la maison. Hein. Ouais. Ah ouais? Pour vrai? Puis t'aimes ça? Ben, c'est pas moi qui joue beaucoup, ouais. Ah, OK. D'accord. Mais j'ai joué avec mon chum occasionnellement, ouais. Écoute, moi, je suis assez impressionné à quel point il y a des contenus VR qui sont créés puis que le volume d'audience reste extrêmement faible. Tu sais, des gros contenus VR là, par des grandes entreprises, des grandes marques et les volumes de... Non, mais c'est une blague, Simon, en passant. Les volumes d'audience sont tellement minuscules que je sais pas. Puis, tu sais quoi, moi, je me rends compte, je sais pas, toi, Marine, tu parlais au tout début que tu avais besoin de faire des apéros puis que tu t'ennuyais des apéros. Mais tu sais, le VR, pour moi, c'est l'inverse d'un apéro. Tu sais, c'est comme tu es seul avec toi-même. Tu sais, j'ai l'impression que le besoin humain de connecter est trop grand pour... Moi, je pense pas que c'est le VR. Je pense que c'est pas le VR. Oui, c'est une tentative de blague de GF sur le VR, effectivement. Écoute, Marine, merci vraiment d'avoir été là. Merci, ça m'a fait plaisir. Puis bonne chance avec votre virage, vraiment. Puis je pense merci. Puis bonne chance. Puis merci encore d'avoir ton équipe, d'avoir concocté mode transformation numérique. Tu pourrais faire un spécial là-dessus à tous les trimestres. Je pense que ça serait pas, on n'arriverait pas au bout de ça. Non, une fois par an, c'est déjà bien.
On a plein d'autres sujets à couvrir aussi. Non, mais arrêtez pas, parce que tu sais, des fois, on se dit dans une salle de rédaction, on en a déjà parlé l'année passée, c'est pas populaire, mais tu sais, c'est un sujet qui est continu, c'est un sujet qui est profond, c'est un sujet qui, tu sais, il faut en parler. Puis les entreprises qui sont hot là-dedans, puis vous avez fait des choses hot, envoyez vos exemples à les affaires pour qu'ils puissent les mettre de l'avant. Eux, ça va leur faciliter la vie, puis ils en ont besoin, puis les autres entrepreneurs ont besoin de cette inspiration-là. Fait que, tu sais, en tout cas, merci. Puis pour ma partie que je parlais tantôt de Rachel, là, le côté amélioration continue, on se questionne à savoir si on devrait faire ces apéros-là. On avait commencé à les faire le vendredi soir parce qu'on s'est dit, à la fin de ces semaines bizarres-là, on a comme le besoin un peu de sentir que tout le monde vit des choses, tout le monde vit un peu ces choses-là ensemble. Puis on voulait décanter la semaine, mais là, on commence à se dire de plus en plus, nos vendredis de confinement commencent à ressembler à des vrais vendredis, puis on n'a plus le goût de parler de business le vendredi à 4h, 5h. Fait que ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ça le jeudi au lieu du vendredi? C'est ça ma question. Donc, ceux qui veulent y répondre, gênez-vous pas, j'aimerais ça avoir votre input là-dessus. Rachel, donc c'est le temps, là, je te demande ton input. J'aimerais ça avoir l'input pour qu'on s'améliore là-dessus. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là, puis pour vos questions. Puis, merci Marine, merci à Les Affaires aussi d'avoir… Merci à Bisous de me recevoir. Ça nous a vraiment fait plaisir, puis on va se recroiser très bientôt, j'en suis certain. J'espère. Merci beaucoup, et je vous souhaite une belle fin de semaine à tout le monde. Reposez-vous, puis lâchez un peu les écrans. Ouais, mais lâchez pas la belle job que vous faites comme dirigeant. Exactement. Et ça continue à processer. Pensez à la transformation numérique tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bonne fin de semaine. Merci, Marine. Salut, bonne fin de semaine.